Alors, je voulais effectivement à la fois remercier la mairie et remercier l'association Rod Vekelim du Rav Yoel qui participe à l'organisation de cette soirée et bien sûr la plateforme Nishma sur laquelle vous pouvez trouver les conférences de David Shapira et du Rav Fison. Parler du sionisme ce soir, c'est à la fois un sujet très vaste et en même temps, comment dire, on a aussi l'impression que c'est un peu un marronnier, c'est-à-dire que régulièrement on parle de sionisme chaque année, arrivé à cette période. Et en fait, il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils ont voulu réserver leur place, qui m'ont demandé, mais on va parler de sionisme, mais qu'est-ce qu'on va dire qu'on ne connaît pas déjà sur le sionisme? Donc ce soir, messieurs, vous avez un challenge, un enjeu pour notre public, qui est de nous apprendre quelque chose de nouveau sur le sionisme. Et pour ça, je vous propose qu'on utilise l'actualité, les événements récents, qui vont nous aider peut-être à la fois nous redonner les bases historiques de ce qui a été le processus du sionisme et peut-être de nous donner les clés pour mieux comprendre les événements récents qui agitent la société israélienne. Alors, lorsque j'ai lancé ces invitations, au départ, on souhaitait avoir une vision antagoniste. On souhaitait faire un débat. Et un débat, c'est bien quand on a deux visions antagonistes. Sur le papier, on s'est dit, on va avoir d'un côté une vision historique du sionisme et de l'autre une vision de la Torah. Parce que je sais que vous n'aimez pas le mot religieux. Et en fait, au fur et à mesure de nos échanges, alors je rappelle que vous ne vous connaissez pas, c'est la première fois que vous voyez physiquement, mais le problème c'est qu'au fur et à mesure de nos échanges, je me suis demandé si on n'était pas parti sur une fausse promesse. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que vous aviez beaucoup plus de points communs que ce que l'affiche ou la promesse de la soirée pouvait nous faire espérer. Déjà, les costumes, effectivement. On peut parler des costumes. on fera tomber la veste. Et donc, j'ai petit à petit découvert vos biographies respectives. Et je vais peut-être commencer par vous, Rav Fison. Donc, vous êtes né à Jérusalem. Elle est pareille, même longueur. Vous avez en commun aussi la même longueur de biographie. Donc, vous êtes tous les deux nés en France. Rav Fison, vous êtes né à Metz en 1985, le 6 septembre précisément. Vous êtes le neveu du grand rabbin de Moselle. Et vous avez, à l'âge de 15 ans, vous êtes rentré dans les éclaireurs israélites de France. Ah, alors vous pouvez prendre votre micro si vous pouvez réagir, absolument. Ça marche? Ouais. Alors, je suis pas rentré à l'âge de 15 ans, je suis rentré à l'âge de 7 ans. On m'a pas demandé mon avis. Mon père était et est toujours le responsable du mouvement à Metz. Et donc, il m'a mis aux EI à 7 ans. Mais à 15 ans, avec les EI, j'ai fait mon premier voyage en Israël. D'accord. Et alors vous, David Shapira, vous êtes de votre côté né en 1965, vous avez le même âge, quasiment. Vous êtes né à Neuilly-sur-Seine. La clinique de Neuilly. Ah, vous pouvez parler dans le micro, voilà, avec le petit bouton vers le haut. Ah. Donc nos informations ne sont pas exactes. Bon, c'est la clinique, c'est pas mes parents. Allô, ça marche? Oui. C'est la clinique qui était à Neuilly, c'est tout. La maternité. להדליק את המיקרופון, לחכות שהנורה האדומה נכבדת. זה הכל. Oui, donc... La clinique était à Neuilly-sur-Seine. Juste la clinique, d'accord, très bien. Mon grand regret. Et vous aussi, vous avez passé 10 ans aux EI, aux éclaireurs israélites de France. Donc ça vous fait déjà un gros point commun en termes de background. Rav Fison, vous faites vos études en Israël en 1990, vous obtenez un diplôme d'enseignant en... Non, pardon. David. C'est bon? Ok. Souyan. David, pardon. Vous partez faire vos études en Israël en 1990. On va faire une petite biographie croisée. Où vous obtenez un diplôme d'enseignant en Bible et Talmud à l'Institut Lipschitz de Jérusalem. Ce qui veut dire que pour la promesse d'une conférence purement historique, on peut dire que vous citez facilement aussi des extraits de Gemara dans vos conférences et que vous n'êtes pas complètement novice dans l'étude de nos textes sacrés. Voilà. Donc vous n'êtes pas complètement étranger, je veux dire, à Torah d'Israël. Voilà. Donc ça vous fait un deuxième point commun.
puisque de votre côté, Rafizon, vous êtes arrivé en Israël, vous avez eu un coup de foudre avec la terre d'Israël, et vous êtes devenu l'élève du Rav Cherki au Mahon Meir, avant de rentrer à l'armée. Et puis, vous avez participé à des dizaines de projets pour éveiller la conscience sioniste un peu partout dans le monde, que ce soit en France, en Angleterre, aux États-Unis. Et c'est un peu compliqué parce que je fais des passerelles, mais c'est intéressant. Et de votre côté, David, vous obtenez un doctorat au département d'histoire juive, un doctorat d'histoire. Il y a 6 ans d'yeshiva avant. Il y a 6 ans d'yeshiva. Ah oui. Donc il y a 6 ans d'yeshiva, Ouais. et après un doctorat d'histoire. Ouais. Et donc, vous êtes maintenant historien, auteur, journaliste, et vous officiez actuellement en tant que guide, ce qui vous fait un deuxième point commun, puisque le Rav Fizon est non seulement Rav de la communauté de Shorashim à Jérusalem, qu'il est aussi enseignant, éducateur, notamment au Mahon Meir, au Mahon Or, et qu'il est aussi guide en Israël. Donc vous êtes aussi deux passionnés On vient de se rendre d'histoire. compte qu'on a guidé tous les deux cet après-midi au même endroit. Voilà. Sans se rencontrer. Donc vous êtes deux passionnés d'histoire, et je rajouterai, pour ma part, avant d'en finir avec les présentations, que vous êtes deux conteurs extraordinaires, passionnés et passionnants, que j'ai eu l'occasion d'écouter, et je pense que ce soir, pour notre public, tout le monde a beaucoup de chance de vous avoir tous les deux réunis ce soir, donc merci à vous. Quelle pression! Alors, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Je pense que tout le monde est impatient. Alors, pour commencer sur le sionisme, j'ai fait un peu comme la nouvelle génération. Je suis parti sur ChatGPT. Je ne sais pas si vous connaissez l'intelligence artificielle. Et j'ai demandé à ChatGPT, qu'est-ce que le sionisme? Voilà, vous pouvez essayer chez vous, c'est très amusant. Donc voici ce que m'a répondu ChatGPT. Le sionisme est une idéologie politique nationaliste fondée sur un sentiment national juif apparu au XIXe siècle et qui entend permettre aux Juifs d'avoir un État en terre d'Israël. L'apparition d'une revendication politique à la création d'un État juif dans la seconde moitié du XIXe siècle s'explique par l'ancienne espérance religieuse juive, le fait du maintien d'une identité nationale juive au long des siècles et par le développement de l'idée nationale en Europe. Et donc, ma première question est-ce que vous êtes d'accord avec la définition du sionisme de ChatGPT? Peut-être commencer avec vous, David. Il y a des mots qui ont été évoqués, le mot de sentiment, le mot d'espérance religieuse. Alors, est-ce que c'est votre définition du sionisme? Alors, je ne sais pas combien de temps on a. C'est très important de fixer un cadre. Le format. Alors, le format, on a une heure. On a 1 heure de conférence. Pour chaque question. Voilà. Mais il faut savoir, pour tout le monde, que vous sachiez, pour tout le monde, on sera. Non, mais vous avez raison de me corriger, de me recadrer là-dessus. Pour que tout le monde soit au courant, on aura 1 heure de conférence. On aura après 15 minutes de questions. Donc c'est très important. Si vous avez des questions en cours, n'hésitez pas à les marquer sur votre téléphone. Vous n'avez pas de papier, de stylo. Gardez bien vos questions pour que ça soit un petit peu interactif. Et a priori, avec un peu de chance, tout le monde est couché à 22h. Voilà. D'accord. Rapidement, si on devait définir le sionisme pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé pendant l'histoire juive, nous avons été chassés de cette région où nous sommes partis en exil dans les premiers siècles de notre ère. Et pendant une quinzaine de siècles, nous avons été ostracisés, ghettoisés, tenus à l'écart, avec des lois spéciales, avec beaucoup de restrictions et de discrimination. Il y a eu une révolution qu'on a appelée la Révolution française et qui a amené aussi à une révolution au sein du peuple juif, lorsque le 27 septembre 1791, on a accordé l'émancipation aux Juifs. Cette émancipation, après, grâce à Napoléon, s'est répandue dans certains pays d'Europe et ont permis aux Juifs de devenir des citoyens égaux en droit et en devoir dans leur pays. Ça, c'est l'émancipation qui a été une véritable révolution, car les Juifs ont pu accéder à des positions, à des situations qu'ils n'avaient pas rêvées. Mais en contrepartie, on leur a demandé très rapidement de renoncer à leurs aspirations nationales, c'est-à-dire, comme disait Clermont de Tonnerre, tout en tant qu'individu et rien en tant que nation. Et donc les rabbins de l'époque ont dit au sujet de l'émancipation en France, les rabbins dans les sermons qu'ils faisaient à la synagogue, que cette révolution est une deuxième
un deuxième don de la Torah au Sinaï, que maintenant Jérusalem c'est Paris et que Israël, la terre d'Israël, c'est la France qu'il faut défendre jusqu'à la mort, etc., etc. Le sionisme est né de l'échec d'une idéologie qui s'appelait l'émancipation et qui a balayé, je dirais, l'Europe occidentale par son succès. Le sionisme est né parce que l'émancipation s'est révélée être un échec, dans le sens où on espérait que l'antisémitisme, justement les discriminations et les stéréotypes antisémites contre les juifs allaient s'estomper et disparaître. Or, quand arrive l'affaire Dreyfus, un juif assimilé, complètement assimilé, qui s'appelle Théodore Herzl, assiste le 5 janvier 1895 à 8h30 du matin devant les Invalides à la cérémonie de la dégradation du capitaine Dreyfus. Il entend les badauds qui, malgré la neige et le froid, se sont déplacés devant les grilles et crient « Mort aux Juifs, mort à Judas, mort aux traîtres », en évoquant Dreyfus qui se fait dégrader, rentre dans son hôtel, l'hôtel Castille dans la rue Combon, et choqué, se demande comment un pays si évolué comme la France, si libéral, le premier qui a donné la pleine émancipation aux Juifs, on est arrivé là, à crier mort aux Juifs dans les rues de France, 100 ans après l'émancipation. Et c'est là que naît dans son esprit dynamique le projet d'un État juif. Herzl, en fait, dit deux choses qui nous semblent évidentes après la Shoah. Il dit tout d'abord que l'antisémitisme est une maladie incurable, qu'il est impossible d'éliminer. L'antisémitisme restera toujours. Et deuxièmement, le deuxième constat, c'est qu'il peut être dangereux si nous ne sommes pas réunis ensemble, si nous ne créons pas une nation ensemble qui sera capable d'assurer notre défense, notre protection face à l'antisémitisme du monde, face aux ennemis qui nous... Quand on est un individu, on n'est pas protégé. Quand on est ensemble, ça crée une force. Et c'est pour ça que naît, mais pas seulement dans la tête d'Herzl, cette idée de se rassembler dans une nation, le sionisme, pour devenir ce que l'État d'Israël va devenir, un État refuge aux Juifs persécutés. Ça commence avec les Juifs de Russie, et puis petit à petit, ça va s'étendre aux Juifs d'Orient qui, après la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël, vont être eux chassés du jour au lendemain de leur pays, et cet État continue de servir de refuge aux Juifs d'Éthiopie, à tous les Juifs d'Ukraine, etc. C'est la vocation du sionisme. Ça, c'est grosso modo, le sionisme est né d'un échec d'une idéologie qui s'appelle l'émancipation, en disant l'émancipation n'est pas la solution pour que les Juifs deviennent des personnes sereines et heureuses. Alors, c'est une définition un petit peu sartrienne presque. Israël est un refuge, Israël est un échec. Donc finalement, il se définit... Israël n'est pas un échec, non. Non, pardon. L'émancipation. L'émancipation, c'est l'échec de l'émancipation. Donc c'est un peu une définition, entre guillemets, par défaut. Est-ce que, Rav Fison, vous avez peut-être une autre définition, peut-être au regard de la Torah, peut-être différente du docteur Shapira? Alors bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux d'abord de pouvoir être ici. C'est pour moi la première fois que je viens parler ici à Ranana, donc c'est quelque chose de très émouvant. Et je voudrais rentrer directement dans le vif du sujet. Et je pense que pour répondre à votre question, j'ai appris ça de un de nos maîtres à tous, Rabbi Yaakov. En français, on dira Rabbi Jacob, qui nous a expliqué, grâce à son élève Rabbi Zeligman, qu'on répond par une autre question. Et donc, ma question est la suivante. Quand vous demandez quelle est la définition du sionisme, ma question à moi, c'est à quelle époque ? Parce que je soustrais à beaucoup de choses qui ont été dites et par ChatGPT et par David, et au niveau du 19e siècle. Mais je pense qu'il serait dangereux de limiter la question sioniste à 150 ans d'histoire. Il y avait le même travers qu'on pouvait retrouver quelque part dans l'idéal de David Ben Gurion, lorsqu'il y avait ce concept qu'on disait « Me'atanach la palmach », c'est-à-dire qu'on passait de l'époque biblique à l'époque du renouveau, on va dire politico-militaire, des 150 dernières années. Et on avait occulté 2000 ans d'histoire. Je pense qu'on n'a pas le droit de faire cette même erreur quand on parle du sionisme. Quelle est ma définition du sionisme ? Eh bien, la première, à mon sens, définition du sionisme, c'est la volonté
de partir ou de revenir, mais je dis bien d'abord de partir à Sion. Et il ne s'agit pas ici d'un refuge, il s'agit de l'appel divin à Abraham. La première chose qu'il va lui dire, c'est « fais ton alia ». Lech lecha me'artzecha. On parle ici d'une réalité où pour Abraham, tout va bien. Il n'y a absolument aucun échec de son assimilation. À Haran, les choses vont très bien. Alors certes, il a dû partir de Ur en Chaldée. Là-bas, c'était compliqué, il y avait de l'antisémitisme. Mais à Haran, finalement, tout va bien. Il a réussi à monter une petite entreprise familiale qui réussissait pas trop mal. Et c'est là qu'il décide de partir sous l'appel divin. Sans faire parler 4000 ans d'histoire, si on parle de Herzl, et là pour le coup, c'est la petite chose qui m'a titillé dans votre exposé, c'est que je ne suis pas du tout certain qu'Herzl était un juif complètement assimilé, ne serait-ce que sa formulation de décider de choisir de terminer Altneuland par la bouche du rabbin qui dira Me'et Hashem Aitazot Niflat Be'enenu. Je ne fais pas de Herzl un grand rabbin ni un grand religieux, bien sûr que non. Mais de là à en faire un juif complètement assimilé, je pense que ce n'est pas lui faire justice. Rappelons-nous que Herzl est séfarade. Et ça veut déjà tout dire. C'est-à-dire que oui, bien qu'il parle allemand et bien que Herzl ne sonne pas très séfarade, pourtant il est séfarade. Je voudrais rappeler quand même que son grand-père n'est autre que le Chazan et le Baal Tokea dans la synagogue du Rav Chayal Kalai, dont on parlera peut-être plus tard. En tout cas, avant Herzl, il y a déjà un projet sioniste, j'allais même dire un projet national sioniste de manière étatique. Certes, qui n'a pas abouti, comme le projet de Herzl a lui abouti, mais on voit déjà chez le Rav Alkalai, chez le Rav Moaliver, chez le Rav Kalischer, déjà des écrits qui montrent une volonté sioniste bien avant et pas forcément en refuge et en échec par rapport à l'émancipation. Et si on revient plus tôt dans l'histoire, eh bien on se rendra compte que finalement des appels à revenir à Sion, eh bien on va en avoir tout le temps. Pas forcément toujours à dimension étatique, mais quand on va voir l'Alia des élèves du Gaon de Vilna en 1808, ou l'Alia des élèves du Baal Shem Tov un petit peu plus tôt, lorsqu'on va voir les premiers expulsés d'Espagne, on peut pas parler d'échec d'émancipation, on va parler d'un autre échec, l'expulsion des Juifs d'Espagne, et tout d'un coup le réveil du retour en terre d'Israël, quand on va voir les appels lancés par Don Yosef Nassi et Dona Grazia Nassi, qui invitent les Juifs à venir se réinstaller dans la région de Tibériade. Quand on regarde le réveil on la connaît moins cette alia, la alia des 300. Les 300 tosafistes, les rabbins guidés par un certain Rabbi Yechiel de Paris. On ne parle pas d'émancipation à ce moment-là. Et il y a cette volonté de revenir à Sion. Alors... Oui, alors, j'ai pas dit qu'il y avait, je parle par rapport à l'émancipation. Il y a à chaque fois un réveil. Oui, évidemment, bien sûr. Je vais vous laisser répondre, David. Non, c'est évident. Je dis simplement que ce n'est pas simplement suite à l'échec de l'émancipation. Il y a eu dans l'histoire des événements dramatiques et tragiques pour nous, et donc ça nous a fait nous réveiller. C'est une évidence. Je dis simplement que ce n'est pas toujours parce qu'on nous a fait du mal qu'on décide de venir en Israël. L'appel sioniste a commencé avec Abraham et à mon sens ne s'est jamais arrêté. Pour paraphraser le Rav Kook, il dira que dans son premier chapitre du livre de Horoth, que l'espoir du retour à Sion est la force qui maintient le judaïsme d'exil. Il continuera en disant que le judaïsme de la terre d'Israël, c'est la délivrance elle-même. Alors, on va revenir, je vous laisserai répondre, David, puisqu'on va revenir sur Herzl et on va revenir sur toute cette partie-là. On va dire, on est à la phase introductive. Donc, je voulais juste qu'on revienne un peu dans l'histoire du 19e siècle. On va pas remonter 4000 ans en arrière, mais j'aimerais qu'on remonte un petit peu avant Herzl, puisque avant Herzl, il y a quand même eu des étincelles de sionisme, et notamment les amants de Sion, des personnalités comme Moshe Hess, comme Gordon, comme Borochov. Alors j'aimerais, David, si vous me le permettez, faire un petit point, une recontextualisation en fait historique avant Herzl de ce qu'étaient les premières étincelles du sionisme. Non, alors je suis quand même obligé de
d'ajouter ou de commenter, pas du tout d'être en opposition. Ah ben non, ils ont dit que c'était le but de la soirée. D'ailleurs, je tiens à préciser qu'il y a beaucoup plus de choses en commun que de choses qui nous séparent, évidemment. 90% en commun, on a juste 10% Rafizon a raison de dire que depuis Abraham et depuis des siècles, il y a toujours une aspiration, puisque nous sommes exilés d'une terre qui était la nôtre. C'est à cause de nos fautes qu'on a été chassés, mais aussi parce que nous sommes révoltés à plusieurs reprises contre les Romains, etc. Des révoltes qui n'ont pas toujours été un grand succès. Mais il n'y a aucune contradiction que jusqu'à l'émancipation, les Juifs aspiraient à revenir en Terre Sainte. Dans quel cadre, dans quelle organisation politique, c'était très 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 vague. Mais, et là on revient à la question que vous m'avez posée sur le sionisme avant Herzl. L'émancipation est un échec en Russie, et un échec total, dans le sens où les Juifs de Russie, qui sont très attachés à la pratique et à la tradition, refusent de devenir des russophones, refusent de s'assimiler à la culture russe, ce qui n'était pas le cas en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne et dans d'autres pays. Il y a un petit groupe de Juifs émancipés, on pourrait dire ce qu'on appelle des maskilim, un peu des Juifs éclairés, qui sont médecins, comme Pinsker, Yehuda Léon Pinsker, qui eux croient qu'on peut s'assimiler, que l'assimilation a des choses positives à apporter aux Juifs de Russie. Mais la Russie, c'est pas la France. Il y a un tsar dont le peuple est mécontent, et le tsar fait en sorte, surtout quand Alexandre II est assassiné en 1880, le tsar qui le remplace fait en sorte de détourner le mécontentement du peuple en les poussant à organiser des pogroms dans les quartiers juifs des villes du sud de la Russie. Encouragé par la police et le ministre de l'Intérieur de la Russie, ces pogroms montrent aux Juifs émancipés qui croyaient encore à l'émancipation que il faut trouver une autre solution. Et c'est là que Yehuda Léon Pinsker écrit son livre en 1882, il me semble, Auto-émancipation, donc 13 ou 14 ans avant l'État juif d'Herzl. Et Herzl a dit, si j'avais lu Auto-émancipation, j'aurais pas écrit ce livre-là. Donc évidemment, encore une fois, on arrive à cette conclusion-là par un échec d'un mouvement qu'on croyait qui pouvait sauver les Juifs de leur misère et intellectuelle, entre guillemets évidemment, et sociale, économique, c'est l'émancipation. L'émancipation, c'est un modèle qui a été tellement adoré et adulé par le judaïsme français qu'ils en ont créé même une association en 1860 qui s'appelle l'Alliance israélite universelle et qui avait pour but d'exporter justement ce modèle d'émancipation de culture française dans le monde. Donc toutes les écoles françaises qui ont été créées qui existe encore maintenant dans le monde entier. Mais là où je suis pas tout à fait d'accord avec le Rafizon, et là je ne sais pas s'il sera d'accord avec moi non plus. Quand Herzl a présenté son idée au départ à des barons riches, baron de Rothschild, baron Maurice de Hirsch, il a été chassé comme un mendiant, dehors, au bout de 2 heures. C'est là qu'il a eu cette idée géniale, puisqu'il était correspondant d'un journal qui s'appelait New Freie Presse à l'Assemblée nationale en France. Il a dit, je veux faire une Assemblée nationale juive sioniste. C'est là qu'il a commencé avec son premier, sur le modèle de l'Assemblée nationale française, parce qu'il était correspondant. Et il y a eu 2 courants très très forts qui se sont opposés au sionisme, et de façon virulente, tout de suite, pour des raisons différentes. Tout d'abord, les juifs émancipés, qui pensaient que la création d'un État juif amènerait à une double allégeance et qu'il faudrait choisir entre être un bon juif français ou bien partir et devenir un juif dans un pays. D'ailleurs, je ne l'ai pas amené avec moi parce que j'ai changé de pantalon, mais j'avais un article dans les archives juives, qui est un journal très ancien, et qui attaque Herzl, en le traitant d'utopiste, en disant qu'il est l'élément le plus dangereux pour le judaïsme, le plus dangereux pour l'existence du judaïsme, et qui disait d'ailleurs
et qui donnait des illusions aux Juifs de Russie persécutés, comme quoi ils pourraient les amener dans une terre où il y a de toute façon tellement de Turcs, de chrétiens, qu'ils n'arriveront jamais à être la majorité, et donc ils seront obligés d'être une dictature pour imposer leurs lois à la population ambiante. L'article date de 1896-97, il est d'une actualité absolument incroyable. Mais le second mouvement qui s'est opposé, c'est le monde religieux dans son ensemble. Le Rav Fizon a cité 3 noms. Bien sûr, c'est les 3 noms les plus connus. Il n'y a que ces 3-là d'ailleurs, ou 4, ou 5. Le Rav Moliver, le Rav Kalischer, El Kalai. Oui, mais c'est les 3. Mais les milliers de rabbins, et le monde orthodoxe, ultra-orthodoxe ou Haredi, l'ensemble du monde Haredi s'est opposé, pour les mêmes raisons qui s'opposent aujourd'hui, parce que ce n'est pas le moment venu. Si vous lisez « Le Juif errant est arrivé » de Albert Londres, vous connaissez le prix Albert Londres, qui est un journaliste qui n'est pas juif. Il fait des articles sur les Juifs. Alors, il ne sait pas où ils sont les Juifs. Alors, comme lui, c'est le premier reporter au monde qui a inventé le métier de reporter, on lui dit il y en a en Angleterre, il y en a en Pologne, il y en a en Palestine. Il va en Pologne, entre autres, on lui dit il y a un grand rabbin qui s'appelle le rabbi de Guerre, de Gour. Il arrive en 1929 chez le rabbi de Gour. Et Albert Londres, il visite la Palestine, il voit les premiers kibbutzim, il est enflammé, il est enchanté, il devient sioniste. Un goy qui devient sioniste. Mais il dit, ça y est, j'ai trouvé, le juif errant est arrivé. Où est-ce qu'il est arrivé? En Palestine. Il est sioniste, à fond. Il arrive en 1929, et on lui fait rencontrer le rabbi de Gour. Et il demande au rabbi de Gour, et la Palestine, quand est-ce que vous venez vous installer? Et le rabbi de Gour le regarde et lui dit, le moment n'est pas encore venu. On a le temps. On est 12 ans avant la solution finale. Pas venu. Quand est-ce qu'il va venir? Quand les Juifs se feront massacrer? L'aveuglement des rabbins, leur opposition au sionisme, et l'ensemble des rabbinim, c'est parce qu'il y en a 3 ou 4. Et même le Rav Kook, qui lui a été le pilier ou la racine du sionisme religieux, même à sa mort, il était désolé parce qu'il y avait quelques dizaines, centaines de membres. C'est un mouvement qui est devenu beaucoup plus grand, qui a eu raison, peut-être. Mais l'ensemble du monde religieux et du monde orthodoxe était contre le projet sioniste. Je ne dis pas tout ce qu'on racontait sur Herzl, qu'il était mort de syphilis parce qu'il fréquentait des maisons closes. Tout ce qu'on a pu salir Herzl. Alors justement, par les rabbinim eux-mêmes. Alors justement, Rav Fizon, voilà, je vais vous laisser la parole. Justement, Rav Fizon. Je vais vous laisser la parole sur ce sujet. C'est vrai que ce qui est très intéressant dans ce que dit le docteur Shapira, c'est docteur Shapira. Premièrement, c'est vrai que à l'époque des amants de Tzion et d'Herzl, on parle beaucoup de terre, de Moshavim, de rachat des terres, le KKL, et quelque part on a envie de se dire, est-ce que cette passion, cette projection pour la terre, est-ce que de fait elle n'exclut pas les cieux, entre guillemets? Et comment est-ce que effectivement vous expliquez ce passage en fait d'un sionisme qui est porté par des rabbinim sur ce que dit ChatGPT, une vieille espérance religieuse, et on arrive tout de suite à finalement une opposition hostile, voire farouche au sionisme. Comment vous expliquez ça? Alors, encore une fois, comme a dit le docteur Shapira, David, comme a dit David, c'est 90% où on est d'accord et 10% on n'est pas d'accord, mais vous savez que c'est bien les 10% qui sont les plus intéressants. Totalement, l'opposition au sionisme herzlien et au sionisme de manière générale dans sa nouvelle version au XIXe siècle. D'abord, du côté assimilé, elle est très virulente, et tout à fait d'accord, elle est extrêmement virulente aussi d'un certain point de vue du milieu religieux. Et c'est les 10% où je ne suis pas d'accord, c'est cette facilité à vouloir englober tout le monde. Il y avait 3 rabbins qui étaient des vilains petits canards qui étaient pro-sionistes. Non, alors évidemment. Justement, non, qui étaient ces rabbinim? Je dis de dire qu'il y avait 3 rabbins, les 4 à tout casser, qui étaient pour le sionisme, et tous les autres rabbins orthodoxes étaient opposés. Alors, tout d'abord, je vous invite à vous procurer un livre qui n'est pas un livre d'une histoire continue, mais qui est simplement un recueil de lettres qui s'appelle Atralta-hi. C'est le début, tout simplement des lettres de tout le monde rabbinique en 1948, de tous ces différents rabbins venant de mondes complètement différents, qui, après la Shoah, qui montrent leur intérêt et leur... Non, même avant la Shoah,
Et quand on parle de Herzl, par exemple, je vais pas commencer à faire du name dropping, je vais pas commencer à citer tous les noms, mais j'ai cité tout à l'heure Herzl en disant qu'il était séfarade. Dans le monde séfarade, aucun rabbin ne s'est opposé au sionisme. 0 plus 0 égale la tête à Toto. Et en particulier, le Rav Moshe Chalfon HaKohen, qui dira textuellement de Herzl qu'il est le Mashiach ben Yosef. Alors que le Rav Kook va, dans son éloge funèbre pour Herzl, parler de lui en disant qu'il est Ikveta de Mashiach ben Yosef, il ne le citera pas par son nom, alors que Rabbi Moshe Chalfon HaKohen n'a aucun problème à ce niveau-là. Je ne suis pas du tout en train de remettre en cause ce que vous dites quand il y a énormément de rabbins ashkénazim qui se sont opposés au sionisme. Je dirais même plus loin. De manière générale, le monde ashkénaze était opposé au sionisme. Et quand on va regarder les écrits dans l'introduction du livre Emabanim Semecha du Rav Tahertel, eh bien, ce Rav Issachar Tahertel, qui était un des farouches opposants au sionisme, comme pratiquement tous les rabbins de Hongrie d'ailleurs et d'Europe centrale à ce moment-là, il écrit qu'il était opposé au sionisme pour des raisons très simples. 1, les porteurs du mouvement sioniste n'étaient pas religieux, donc forcément c'était pas bien. Et 2, parce qu'on s'est jamais vraiment posé pour étudier la question. Puisque en fait on n'avait pas le temps, il fallait préparer le cours de Gemara du lendemain matin. C'était pas important pour nous, on n'allait pas rentrer là-dedans. En plus, Herzl n'avait pas de kippa, Ben Gurion n'avait pas de kippa, donc point. Et finalement, eh bien dans tout son livre, il fait un énorme mea culpa parce qu'il se rend compte que au niveau de la tradition d'Israël, eh bien il n'y avait aucune contradiction. Je dirais simplement donc, pour conclure à ce niveau-là, que il y a eu des oppositions évidemment au sionisme dans le monde ashkénaze, à mon sens, pour 2 raisons principales. Il y a 2 sujets que le monde ashkénaze a arrêté d'étudier. Je parle dans le monde religieux ashkénaze. Encore une fois, on a dit le monde assimilé, on a compris très bien pourquoi il s'est opposé. Mais dans le monde religieux ashkénaze, il y a 2 sujets qu'on a arrêté d'étudier, alors que dans le monde séfarade, on n'a jamais arrêté de les étudier. Il s'agit, 1, du Tanakh, la Bible. Et quand on étudie la Bible, on ne peut pas ne pas être sioniste. Toutes les pages et demie, on nous fait bien comprendre que si on n'est pas en terre d'Israël, ben on a raté sa vie. Et on a arrêté également d'étudier l'enseignement de la Kabbalah. Les enseignements plus profonds, et je ne vais pas dire mystiques parce que j'aime pas ce mot, mais des enseignements profonds de la Torah qui, eux aussi, nous rattachent profondément à la terre d'Israël. Donc il y a eu une opposition, et j'en suis tout à fait d'accord, et je ne vais certainement pas prendre la défense de ces rabbins qui se sont opposés au sionisme et qui ont eu tort. Je ne citerai, et je termine par là, je citerai simplement encore une fois le Rav Alkalai, qui a été rejeté parmi pratiquement tous les rabbins qu'il a été visité, et il dit textuellement: ces rabbins devront rendre des comptes au Créateur et au peuple juif de s'être opposés au sionisme. Si je me permets, je vais compléter. Je vous en prie. Je vais compléter sans contredire, peut-être amener d'autres arguments. Tout d'abord, vous avez raison de faire, on peut se tutoyer maintenant qu'on est amis, tu as raison de faire une différence entre séfarades et ashkénazes, car les séfarades sont bien plus tolérants, intelligents et souples. J'espère qu'il n'y a pas trop d'ashkénazes comme moi dans la salle. Non, mais depuis toujours, les rabbanim et le monde sfarad n'avaient pas de problème à ce que des rabbanim travaillent et étudient, soit rabbanim. Le monde ashkénaz, c'est très différent. Mais la différence fondamentale est la suivante. Dans le monde séfarade, il n'y a pas eu d'émancipation, il n'y a pas eu de révolution, c'est un monde qui a évolué un peu en vase clos et qui n'a jamais eu de contradiction ni à combattre une idéologie qui détachait les juifs de la pratique. Ça n'est pas arrivé. Heureusement, ça n'est pas arrivé, quasiment pas, dans les pays d'Orient. Et donc, il y avait moins de volonté de combattre. Et ce que n'a peut-être pas dit, ce qu'aurait dû aussi dire le Rav Fison, pourquoi, dans le monde ashkénaze, une opposition si forte au sionisme? Chers amis, au XIXe siècle, la majorité démographique des Juifs du monde se trouvent dans le grand empire de Russie. Je ne sais plus si c'est 80 ou 90%, plus de 6 millions de personnes. Et peut-être 1 million et demi dans le reste du monde. En 1810, 90% des Juifs russes sont attachés à la pratique et à la tradition. En 1890, c'est 10% qui sont attachés à la tradition. Il y a, dans le courant du 19e siècle, une quantité incroyable de Juifs qui coupent avec leurs parents, avec la pratique religieuse, avec la croyance, et vont s'engager dans plein de mouvements qui finissent par ist.
le bouddhisme, le socialisme, le sionisme, tout ça, ça finit par isme. Et tous ces jeunes-là quittent et tranchent, coupent avec le noyau familial. C'est une véritable catastrophe pour le monde religieux. Le sionisme fait partie de ces idéologies qui prennent les jeunes et qui les envoient dans les kibbutz ou autres, et avec laquelle ils se permettent de couper toutes leurs racines religieuses. Et ça fait partie aussi de la raison pour laquelle les rabbinim, le monde orthodoxe, dans son immense majorité, s'est opposé farouchement au sionisme, et des fois il a fallu la Shoah pour que les gens se remettent un petit peu en question, pour comprendre que leur avenir, où il n'y avait plus d'avenir en Europe, mais aussi à cause des textes religieux. Le Rav Fison n'a pas encore cité, mais dans le traité Ketubot, il y a 3 promesses connues que le peuple juif a promis envers Dieu, notamment de ne pas monter, Shelo Yalu Kechoma, de ne pas monter en masse. Or, le monde orthodoxe considère que tout le rassemblement des exilés, c'est une aliyah en masse. Et ça enfreint ce que le peuple juif s'est engagé envers Dieu dans le traité Ketubot de la Gemara. Et c'est pour ça que nous avons beaucoup dans le monde ultra-orthodoxe de personnes qui ne reconnaissent pas la légitimité de l'État d'Israël comme un État juif et démocratique, on en parlera peut-être, parce que le temple doit descendre, comme le dit Rashi, du ciel, et les choses doivent se faire miraculeusement, en tous les cas, tant qu'il n'y a pas une intervention divine qui permet d'enfreindre certaines des obligations écrites dans le Talmud, nous ne pouvons pas monter en masse et recréer un pays sans la bénédiction de l'Éternel. Alors, je voudrais réagir par rapport simplement à ces fameux 3 serments. Oui. Rapide, parce qu'on va passer. Oui. Oui. Je voudrais réagir par rapport à ces 3 serments qui sont très importants. Effectivement, le traité de Ketubot, la page 110, 111, pourquoi pas. Mais rappelons-nous que tous les décisionnaires de la loi juive sont unanimes que c'est un texte qui est du domaine de la Haggadah, c'est-à-dire une indication de réflexion, et pas du domaine de la halacha. C'est la première des choses. Donc, il n'y a aucun interdit halachique de monter en force. C'est simplement que si Dieu a décidé que c'était pas le moment, eh bien, tu n'y arriveras pas. Ceci étant dit, je veux bien qu'on continue à brandir l'étendard des 3 serments. C'est ce qu'avait fait par exemple le rabbi de Satmar dans son fameux livre Vayoel Moshe. Il a toute une grande partie dédiée aux 3 serments où il montre tout son côté antisioniste, bien qu'il ait été sauvé par les sionistes dans le train de Kastner, mais ça on va peut-être pas en parler aujourd'hui. Oui. Donc on va peut-être pas en parler aujourd'hui, mais enfin bon. Le fait est qu'en 1917, le Rav Meir Simcha Cohen de Dvinsk, le commentaire du Meshech Chochma, dit cette phrase magnifique qui sera d'ailleurs reprise par le Chafetz Chaim, peut-être plus connu, qui dira, après avoir entendu la déclaration Balfour, il dit voilà, l'un des 3 serments, c'est qu'on n'a pas le droit de se révolter contre les nations. Il dit voilà, les nations nous ont permis de revenir en terre d'Israël, et je cite, la peur des serments est tombée. La mitzvah de revenir habiter en terre d'Israël reprend tout son sens et il n'y a plus d'excuses. Et c'est ce que redira le Chafetz Chaim en disant « Dos is dos, zé ou zé, c'est le moment ». Et c'est pour ça que tout le monde part en Israël. Tout le monde religieux arrive en 1917 en Israël. Personne. Deux secondes. Et je réponds simplement par rapport à la question des 3 serments. Au niveau talmudique, halachique, ce que vous voulez, les 3 serments n'ont absolument aucune réalité aujourd'hui. Le fait qu'il y a plein de gens qui ne partent pas, ça c'est une autre réalité. Peut-être que les gens décident de ne pas venir en Israël parce qu'ils sont bien là où ils sont finalement et qu'ils n'ont pas décidé de passer le pas. Toute ressemblance avec un cas actuel serait purement fortuit et involontaire évidemment. Mais peut-être que les rabbins de communauté ont peur de voir toute leur communauté partir. Peut-être que eux-mêmes n'ont pas forcément envie de faire le pas. Mais encore une fois, il ne s'agit pas de tout le monde. Et c'est pour ça que lorsqu'on parle de Pinsker, de Ringbloom, il faudrait quand même se rappeler que dans ce Choveve Tzion, il y a aussi le natif de Vologine. Et quand on parle de la première alia, puisque vous parliez de ces pogroms de Soufot Banegev, de ces pogroms qui vont arriver en Russie dans les années 80 de 1800,
eh bien, on se rappellera que ça va déclencher la première Aliyah de 1882, qui est composée à 110% de religieux, de familles. Non mais attendez. Docteur, C'est prenez le beaucoup micro. plus que pendant les 2000 dernières années. On va, si vous le permettez, on va juste arrêter le pile-poule là, parce qu'on va y revenir. C'est juste pour avancer un petit peu. Je voudrais revenir sur un autre mot en isme, à part le sionisme, qui est le messianisme. Et je voudrais revenir sur un des points que vous avez évoqué, Rav Fison, sur le fait que le Rav Kook, au moment de l'oraison funèbre de Théodore Herzl, l'a référencé comme le Mashiach Ben Yosef. C'est pas mince comme affirmation, surtout pour un juif laïque, qu'on disait laïque comme Herzl. T'es laïque, on va pas... T'es laïque. Et j'ai également entendu dire que dans le mouvement d'Atiléomi, certains comparent même Théodore Herzl à Moshe. J'ai entendu certains cours. Je voudrais savoir, vous, quelle est votre position par rapport à ça? Est-ce que vous souscrivez à cette vision? Et si c'est le cas, est-ce qu'on peut dire que le Mashiach Ben Yosef a terminé son travail, puisqu'aujourd'hui, la majorité du peuple d'Israël se trouve en Israël? Est-ce que la mission du Mashiach Ben Yosef est terminée? Voilà. Donc on a évidemment toute la nuit pour répondre. Mais on va dire comme ça, il y a effectivement dans la tradition juive deux messianismes. Le Mashiach Ben Yosef et le Mashiach Ben David qui ont deux rôles complètement distincts. Le Mashiach Ben Yosef, c'est le corps, c'est la construction concrète, physique, donc pourquoi pas laïque, la construction de la géostructure du renouveau national juif. Le Mashiach Ben David doit apporter la partie Neshama, l'âme de cette reconstruction. En ce sens, eh bien, tous ceux qui vont participer à la reconstruction de l'identité nationale, qu'ils soient religieux ou qu'ils ne le soient pas, participent à l'idéal du Mashiach Ben Yosef. Ainsi donc, Herzl, évidemment, en fait partie, mais il n'est pas le seul. Il n'est absolument pas le seul. Le messianisme n'est pas, dans le judaïsme, du moins dans le judaïsme traditionnel, n'est pas du Harry Potterisme avec des péotes. Le Messie n'est pas un magicien religieux qui va faire que tout va, pouf, arriver. Le Mashiach, c'est une construction nationale. D'ailleurs, avant le Rav Kook, bien avant lui, il y avait un autre rabbin qui, pour le coup, rassemblait derrière lui tous les rabbins de sa génération. Il s'appelait Rabbi Akiva. Et il voyait en la personne de Shimon Bar Korva, Ben Kuzva, Bar Korva, eh bien, le Mashiach. Et il dira le Rambam, Vedimahu vechol chachmei doro sheu melech HaMashiach. Il pensait, lui et tous les sages de sa génération, qu'il était le Mashiach. Bar Korva, c'était pas Herzl. On n'a pas beaucoup d'infos sur sa pratique du Shabbat personnel. On a retrouvé des lettres, comme quoi il envoie aux habitants de En-Gedi qu'ils doivent envoyer des arbat aminim, de quoi faire Sukkot, les loulav, etrog, tout ça, à l'armée de Bar Korva, sous peine d'être réduit au silence. On a retrouvé des tefilines de l'époque de Bar Korva, dans les grottes de Bar Korva, mais on ne sait pas vraiment quelle était sa pratique à lui. D'ailleurs, son oncle, Rabbi Elazar Amodai, a eu beaucoup de problématiques avec lui. Finalement, il l'a fait tuer. C'est quelque chose qui me tient à cœur. J'habite dans la rue du Rabbi Elazar Amodai. Donc, c'est quelque chose d'important. Mais ça n'a pas empêché Rabbi Akiva et les rabbins de sa génération de voir en lui le Mashiach. Pourquoi ? Parce qu'ils attendaient une libération nationale du jour romain. C'est ce que Bar Korba essayait de faire. On voyait en lui le Mashiach. Finalement, ils ont dit, bon, il est mort, donc c'est pas lui. Shapira, le messianisme, le sionisme comme messianisme. Oui. Alors, vous en pensez quoi alors? Là, chers amis, l'idée du messianisme à laquelle j'adhère, une très belle idée. Nous sommes en détresse, des choses arrivent et arrivent pour le bien. C'est formidable. L'idée du messianisme a eu des époques où c'était très fort. Par exemple, Flavius Joseph parle de personnalités qui promettaient au peuple de se libérer des Romains. En général, ces personnalités finissaient sur la croix et en mauvais état. Et puisque le Rav Fison a cité Bar Korva a entraîné une des plus grandes catastrophes de l'histoire juive. Il a failli anéantir le peuple juif. Alors qu'il soit le Messie, c'est bien. Mais non, 2 minutes, je vais parler. Bar Korva a mené une révolte qui a tué 600 à 700 000 juifs en Judée sur une population qui en comptait 900 000 ou 1 million. Après Bar Korva, Adrien
l'empereur qui a maté cette révolte dans le sang, dans la barbarie, rebaptise la Judée et la Palestine, et chaque ville avec des noms romains pour effacer le souvenir du peuple juif. Et on peut considérer que c'est après Bar Korva que commence l'exil et la terre s'appauvrit et les Juifs commencent à partir de Bar Korva. Messie, mais c'est un Messie qui nous a amené beaucoup de soucis. D'ailleurs, c'est pas le seul dans l'histoire juive. On a aussi des hommes comme Shabtai Tzvi ou Yaakov Frank, des faux Messies. Il faut faire attention quand on parle de Messie, il faut être très prudent. Pourquoi ? Parce que les Messies, souvent, ont amené à des catastrophes, et souvent grandes, au sein du peuple juif. La Shabtaout, ça a fait beaucoup de... Shabtai Tzvi, ceux qui connaissent, en 1166, ça a amené beaucoup de familles avec des chariots sur la route qui ont été massacrées, pensant qu'elles allaient vers la terre d'Israël et retrouver le Messie. Donc il faut être très prudent. Pourquoi je dis qu'il faut être très prudent ? Parce qu'à chaque fois que j'entends un rave de toute tendance parler, devenir le porte-parole de Dieu Tout-Puissant, j'ai peur. Ça peut aller, vous vous rappelez peut-être un accident d'autobus avec des enfants, et je ne me rappelle plus quel rave de chasse avait dit c'est parce qu'ils ne respectent pas le Shabbat, le train les a tués. Il faut faire attention quand on dit des paroles comme ça, qui sont choquantes. Je pense, je ne sais pas si le Rav Fison est d'accord, mais quand on se fait le porte-parole de Dieu, et qu'on sait déjà ce que Dieu veut, c'est là que ça commence à être dangereux, et il faut être très prudent. Très prudent. Parce que Dieu Tout-Puissant n'a pas besoin de porte-parole, et tout va bien. Il est vrai que au moment où dans la yeshiva de Volojine, où le Rav Kook a étudié, où le Rav Kook est le fondateur du sionisme religieux, et il est le fondateur d'une idéologie formidable, parce que le sionisme se fait que par des laïcs, par des athées, par souvent même des blasphémateurs, et lui sent qu'il y a quelque chose de messianique, une nouvelle période qui s'ouvre. Mais on lui dit tout le temps, mais regarde qui construit ce pays, qui le bâtit. Des gens qui mangent du Hametz pendant Pessah, qui mangent du cochon et du lapin et qui font pas Shabbat, etc. Et il leur dit cette réponse formidable. Quand le temple sera construit, quand il faudra construire le temple, c'est pas les rabbins avec des grandes barbes qui vont devenir les maçons. C'est pas, non, il faudra des maçons, des gens qui sont comme ces gens du kibbutz, des travailleurs. Il faudra d'abord le matériel, construire le matériel pour ajouter plus tard, quand le temple sera construit par des ouvriers très simples, rajouter du spirituel. Oui, mais ça, c'est une idéologie très élitiste. C'est-à-dire, nous, on laisse faire les ouvriers, les maçons. Puis nous, qui sommes des grands penseurs, nous viendrons, nous rajouterons du spirituel à tout ça. Bon, ok, à la rigueur. Alors, c'est vrai que c'est une période très spéciale que nous vivons, le XXe siècle, le début du XXe siècle, car dans quelques années, nous avons eu la plus grande catastrophe de l'histoire et la plus grande destruction, la Shoah, et nous avons eu la plus grande, je dirais, résurrection, l'État d'Israël en 48, donc à quelques années. Est-ce que c'est le messianisme ? Est-ce que ce n'est pas le messianisme ? Est-ce que c'est l'histoire ? C'est une histoire de croyance personnelle à laquelle je n'oserais même pas intervenir. Mais il est vrai que dans notre histoire juive, à chaque fois que ça allait mal, à chaque fois qu'on était en détresse, nous avons toujours attendu un messie ou une période messianique où ça irait mieux. Et quand ça va mieux, c'est la période messianique. Voilà. Alors, je voudrais juste réagir sur deux tout petits points. Le premier, je voudrais qu'on fasse bien attention à ne pas tomber dans un travers qui est malheureusement un travers très actuel, de faire des raccourcis historiques qui nous mènent à une idéologie. C'est pas parce qu'il y a une majorité de gens qui disent quelque chose que ça devient, la vérité, et deux, que ça devient la tradition d'Israël. Lorsqu'on parle d'une idée qui viendrait à dire qu'il y a un élitisme spirituel qui dit que certains sont là pour construire et travailler la terre et ensuite, moi, je viendrai apporter la bénédiction, ce n'est absolument pas, non seulement l'idéal du Rav Kook, mais certainement pas des rabbins qui l'ont précédé et qui avaient les mains dans le cambouis. Je vous rappelle la statue qui trône à l'entrée de Petar Tikva, où nous pouvons voir
là-bas, Rabbi Yoel Moshe Salomon, qui avec tous les hommes de cette génération-là, étaient des gens qui n'avaient pas froid à la barbe et qui n'ont pas eu de problème d'aller construire concrètement, se battre contre la malaria. Je rappelais tout à l'heure la première alia, des gens qui, à Zichron Yaakov, on peut le voir quand on va dans le cimetière de Zichron Yaakov, toute cette vallée, cette allée d'enfants qui ont été tués par la malaria. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a absolument pas une idéologie de dire on va laisser les autres faire le travail et ensuite on viendra apporter la spiritualité. Absolument pas. Il y a deux dimensions. Il y a le matériel qui doit préparer et qui doit précéder le spirituel, mais à aucun moment ça doit être des hommes matériels qui le font et des hommes spirituels qui font l'autre. Non, tout le monde doit participer à tout. Effectivement, vous avez totalement raison, les rabbins ne sont pas doués en maçonnerie. Par contre, un rabbin qui déciderait d'apprendre la maçonnerie, eh bien, pourrait devenir maçon. Et ça n'est en aucun cas un problème. Au contraire, l'idéal du sionisme religieux qui n'est pas né avec le Rav Kook, et le Rav Kook avait des maîtres, et il y avait d'autres gens qui même ne connaissaient pas le Rav Kook, qui avaient la même idéologie. Encore une fois, il y a une dimension d'unité dans le judaïsme. Si on comprend qu'il faut d'abord un premier étage, et peut-être ensuite un penthouse, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que nous participions à tout. L'idéal de l'unité fait que j'ai envie de participer et à ça, et à ça. Évidemment, si je suis meilleur dans un domaine, je vais me concentrer peut-être plus dans ce domaine-là, mais en aucun cas, je ne dois délaisser le reste du projet. C'est la première chose. La deuxième chose, par rapport à la question messianique, d'abord, je n'ai pas dit que Bar Korva était le Mashiach. J'ai simplement dit qu'à l'époque, ils ont pensé qu'il l'était. Parce qu'ils avaient cet espoir d'être libérés des Romains. Bien sûr que la fin de Bar Korva était un drame terrible. Parmi les 13 articles de foi du Rambam, l'un d'entre eux, peut-être le plus important, c'est celui qui ne croit pas en la venue du Messie, du Mashiach, il ne rejette pas seulement les prophéties de la Bible, du Nach, des prophètes et des hagiographes, c'est comme ça qu'on dit en français, les Ketuvim. Je crois qu'on dit comme ça. Mais il rejette également la Torah de Moshe. Quoi ? Parle-t-on du messianisme dans la Torah de Moshe, dans le Pentateuque ? Et il dit, Shenehemar, comme il est écrit, et il va citer les versets de la paracha de Nitzavim dans le livre de Devarim, qui ne parlent que d'une seule chose, le retour des exilés. C'est-à-dire que du point de vue du Rambam, le messianisme halachique juif, c'est lorsque le peuple juif revient en terre d'Israël. Est-ce que ça se fait en une fois ? Est-ce que ça se fait en 150 ans ? Est-ce que ça se fait en 2000 ans ? Les amis, nous sommes des millions de juifs en terre d'Israël et c'est un rêve éveillé que nous vivons. Il faut se rendre compte un petit peu de la réalité de notre condition. Nous sommes tous des Olim Chadashim, quelque part. Eh bien, nous avons participé à la réalisation de la promesse messianique. Deuxièmement, dernière chose, d'après la halakha, la loi juive, qui est mentionnée dans le Talmud, dans le traité de Sanhedrin à la page 98, mais également dans la halakha, chez le Rambam, dans les lois sur la Teshuvah, eh bien, il va nous dire que la seule différence entre l'exil et Yemot HaMashiach, les temps messianiques, qu'on appellera aujourd'hui dans le langage, on appellera ça la Geoula, eh bien, c'est Shi'abud Malchuyot Bilvad. C'est-à-dire la seule différence qui dit ça c'est Galout, exil, ça c'est Géoula, temps messianique, c'est y a-t-il une indépendance nationale pour le peuple juif ou pas ? En d'autres termes, nous vivons l'époque messianique et il ne faut pas en avoir peur. Alors, on pourrait parler longtemps, épiloguer longtemps sur le messianisme, sur le Mashiach, ma chère Ben Yosef, ma chère Ben David, mais j'ai peur que ça nous éloigne un peu de notre sujet. On a parlé du sionisme historique. On a parlé du sionisme religieux. J'aimerais qu'on parle du sionisme contemporain, du sionisme actuel. Pour en avoir parlé autour de moi et notamment auprès des jeunes, j'ai le sentiment que quand je parle de sionisme à la nouvelle génération, elle est un peu remisée sur l'étagère du communisme, du socialisme, comme une espèce de pièce de musée. Est-ce que vous pensez que le sionisme, c'est encore une notion d'actualité, une notion vivace, et est-ce qu'elle est capable de parler à la nouvelle génération encore aujourd'hui ? La nouvelle génération de juifs ? La nouvelle génération, la génération des jeunes actuels ? Les jeunes qui ont 20 ans, 25 ans ? D'accord. Et en Israël, en France ? Partout dans le monde ? Juste de petites, après je passe à la question, mais juste
Ayant moi-même étudié quelques années dans des yeshivot qui sont sionistes religieuses, donc étant imprégné de cet enseignement, j'ai été frappé par la lecture d'un livre que je recommande au Rav Fizan qui ne l'a pas encore lu, et qui s'appelle Aïnou Atid, c'est-à-dire nous étions, et c'est traduit en français d'ailleurs, aux éditions Mille et une nuits, je crois, Nous étions le futur de Yael Neyman, qui est une jeune femme qui est née au kibbutz dans 1960, et qui raconte comment dans le kibbutz elle a été élevée. C'est très intéressant, parce que c'est le kibbutz comme il existait avant, et comment toute une génération a été imprégnée du fait que c'était eux les élites, et qu'ils étaient à la tête du peuple juif dans tous les domaines, et qu'ils devaient être les... Et ça m'a rappelé tellement ce que j'ai absorbé. On a toujours l'impression que un jour, c'est nous qui devons mener, qui devons apporter, contribuer. Et malheureusement, dans le sionisme religieux, comme dans tous les mouvements, il y a aussi des échecs, des grands rabbins qui causent beaucoup de tort, sans citer de nom, mais je pourrais même en citer, et qui déçoivent parce que ce sont des dirigeants. Et beaucoup de... Bon, je ne vais pas citer, on ne cite pas de nom. Ils sont juste là. Ils sont juste là. Mais c'est quelques exemples. Bon, non, mais ce que je voulais dire, est-ce que le sionisme actuellement, pour l'instant, je dis pour l'instant, à l'heure d'aujourd'hui, le sionisme est une réussite. Dans le sens où, quand on voit l'avenir du peuple juif, et nous deux, nous sommes très très concernés par l'avenir du peuple juif. C'est ce qui nous intéresse. Nous sommes des amoureux de Dieu, mais aussi du peuple juif. Et surtout du peuple juif, qui a une éternité absolument incroyable, qui est un des seuls peuples qui date déjà depuis plus de 4000 ans. Et nous sommes donc émerveillés par cette histoire du peuple juif. Et le sionisme est pour l'instant une idéologie nouvelle, même s'il y a eu l'aspiration avant. Je parle dans son organisation politique, etc., dans ses structures, et qui a réussi, dans le sens où le judaïsme en diaspora disparaît progressivement. J'ai travaillé pendant quelques mois dans un centre qui s'appelait le Centre d'Institut de la politique juive. Qu'est-ce qu'on... oui, Mahon, oui, avec Dov Maimon m'a remplacé exactement. La politique du peuple juif au futur. Qu'est-ce qu'on constate? J'avais participé à la rédaction d'un énorme bouquin. Qu'est-ce qu'on constate? Tout le monde sait, le judaïsme disparaît en diaspora. Près de presque 50 000 juifs par an dans le monde disparaissent. C'est pas qu'on les assassine pas, on les tue pas. Se marient et ils disparaissent. C'est la réussite de l'émancipation. C'est la réussite de non, ça c'est l'émancipation, c'était pas l'assimilation, mais c'est une des causes, bien sûr, c'est une des causes, c'est une dérive de l'émancipation, c'est une dérive. L'émancipation n'avait pas comme objectif d'assimiler les juifs, mais c'est une dérive, c'est vrai. Et comme vous le voyez, nous sommes en mesure de nous défendre maintenant comme État refuge. Nous sommes en mesure d'accueillir des Juifs du monde entier et en nombre, en masse, voire les Juifs de l'ex-URSS, etc. Nous sommes même capables d'accueillir des familles qui ont caché des Juifs pendant la guerre mondiale, etc., la Seconde Guerre mondiale. Donc nous sommes un pays, nous sommes un projet qui avons réussi. Si Herzl aujourd'hui se réveillait, il serait surpris par les tours de Tel Aviv, moins surpris par le tramway de Jérusalem qu'il avait déjà prophétisé, visionné. Il serait surpris, il serait peut-être contrarié par le fait que nous sommes toujours en guerre et obligés d'être toujours en guerre et d'être les premiers dans la technologie des armes, malheureusement. Parce que ce n'était pas le projet des premiers sionistes d'avoir des drones et de lancer des missiles antimissiles, malheureusement. C'est peut-être pas tout ça la vision des premiers sionistes, mais ils seraient sûrement très fiers de ce qu'ils voient aujourd'hui, car le projet a réussi. Et malgré la diaspora qui persiste, elle s'éteint doucement, lentement, ça prendra encore quelques dizaines d'années, mais on est à la fin d'un processus où les Juifs vont se retrouver majoritaires, c'était pas le cas il y a quelques années, dans un pays où il fait bon de vivre parce que les gens sont heureux, c'est du moins ce qui est dans la liste des gens qui sont heureux dans leur pays. Israël figure en très très bonne place, et j'espère que tous les courants pourront trouver, sans forcer les autres à accepter le leur, à trouver une vie qui leur plaît tout en
vivant l'un à côté de l'autre, même s'ils n'arrivent pas à vivre totalement ensemble. Merci docteur. Je suis désolé parce que le temps presse et je dois tenir ma parole. J'avais dit 1 heure, je savais que c'était impossible. De toute façon, je suis en train de barrer à grands traits les chapitres. J'avais énormément de questions à vous poser. J'espère que peut-être on aura l'occasion de refaire une deuxième conférence. Je vais très vite arriver à la conclusion pour vous laisser peut-être poser vos questions. Je voudrais qu'on parle, on va aller en grandes enjambées, de l'actualité récente, des débats sur la réforme judiciaire. Je voulais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que finalement, ce sujet de la réforme judiciaire, est-ce que pour vous, il agit comme un révélateur d'un hiatus sur le concept du sionisme à la base? Est-ce que vous pensez que c'est un débat qui est positif, qui va peut-être aider à expurger un malentendu historique? Ou est-ce que finalement c'est un débat stérile qui ne doit faire qu'accentuer la fracture en Israël? Qu'est-ce que vous en pensez, Rafiz? Très bien, je vais pouvoir faire comme ça un lien entre les deux dernières questions. David parlait, je crois tout à l'heure, de toutes les idéologies en isme. Aujourd'hui, on est face à toutes les idéologies en post. Il y a post quelque chose, et là, en l'occurrence, là, il y a aussi le post-sionisme. C'est-à-dire qu'on remet en cause l'idéal sionisme originel. Pour plein de raisons, qui peuvent être bonnes ou mauvaises. Je pense que l'enjeu de la réforme judiciaire actuelle n'est pas la réforme judiciaire en tant que telle. Il y a une vraie question au niveau de la séparation des pouvoirs en Israël. C'est une vraie question. Est-ce que on peut laisser le pouvoir judiciaire prendre le pas sur le pouvoir politique, exécutif et législatif? Mais est-ce que d'un autre côté, si le pouvoir législatif s'octroie le droit d'annuler toute annulation de la part du judiciaire, c'est une vraie question et c'est un vrai problème. Mais à mon sens, le fait que ça a éveillé tellement de passion montre qu'on parle de quelque chose de bien différent et à mon avis de quelque chose qui est extrêmement positif, mais dans la durée et pas sur le moment. C'est-à-dire que je ne pense pas que demain il y aura une pshara, il y aura un accord qui sera trouvé entre les deux parties, absolument pas. Et je pense qu'on est sur le début de quelque chose. Alors, je vous laisse me contredire si vous n'êtes pas d'accord, mais je me suis posé cette question-là et je pense que en fait, depuis la création de l'État d'Israël jusque, on va dire, après la guerre de Kippour, pour moi, c'est une période où nous étions en passe avec notre survie. On devait se battre pour la survie et mettre en place la réussite de la vie du peuple juif en terre d'Israël. Et les guerres que nous avons vécues à ce moment-là étaient des guerres véritablement de survie. À mon sens, entre les années 80 et aujourd'hui, il y a un autre idéal qui s'est mis en place, puisque ça y est, la survie était mise en place, ça y est. Depuis la guerre du Liban numéro 1, eh bien, les guerres sont malheureuses, j'en ai participé à quelques-unes, mais elles ne sont pas des guerres de survie du peuple juif en terre d'Israël. Et donc, je pense que là, on s'est concentré sur autre chose. Il y a eu la révolution économique, il y a eu l'idée de passer d'un socialisme à l'ancienne, à un libéralisme, des fois peut-être trop important, je ne sais pas, mais en tout cas, la question était comment est-ce qu'on fait passer Israël d'un pays du tiers-monde à un pays qui est une superpuissance économique, Startup Nation, ce que vous voulez. Moi, j'ai fait mon alia en 2003. Je me souviens de la rue Yafo à Jérusalem, qui était pour moi le bidonville de la porte arrière du tiers-monde. Et aujourd'hui, nous vivons dans une société extraordinaire. Et je pense que parce que notre survie est assurée, Baruch Hashem, et que nous sommes un pays qui avons une économie forte, et en fait, on peut bien vivre, comme vous dites, je suis tout à fait d'accord, eh bien, on peut enfin commencer à se poser les vraies questions de qui sommes-nous, qui voulons-nous être, les questions de l'identité de ce peuple juif qui est revenu à Tzion, pourquoi il est revenu, quelle société veut-il mettre en place, quelles sont les valeurs qu'il veut prôner, et donc, il était temps qu'on commence à se poser ces vraies questions. Forcément, à chaque fois qu'on pose un vrai débat, il y a des forces très importantes qui sont exacerbées. Au début, on entend ceux qui crient. C'est tout à fait normal. C'est comme ça dans toutes les disputes. Et à un moment donné, on se calme et on peut discuter. Ça prendra pas 2 minutes, ça prendra pas 2 mois, ça sera certainement pas dans ce gouvernement-là. C'est une dispute de famille, quoi. C'est une dispute de famille. Baruch Hashem, on a le luxe de pouvoir se disputer. Quand on est en passe avec l'antisémitisme de tous bords et qu'on a peur de se faire massacrer toutes les 5 secondes, eh bien, on le voit d'ailleurs aujourd'hui, dès qu'il y a un problème, tout d'un coup l'unité nationale revient. Et je citerai simplement le Rav Lao, que j'ai eu l'occasion et la chance d'accompagner plusieurs fois en Pologne en tant que guide là-bas. Il nous a dit une fois,
en nous racontant une histoire absolument incroyable, déchirante. Nous sommes en 1944, la déportation et l'extermination des Juifs de Hongrie a commencé et bat son plein. Et en novembre 1944, un convoi arrive. Au moment où il arrive, les chambres à gaz ne marchent pas. Et donc, ils sont mis dans des baraquements avec d'autres Juifs qui sont déjà là. Et il y a un baraquement dans lequel la moitié à peu près du baraquement va être... il y a déjà des Juifs de Salonique qui sont dedans, et arrivent des Juifs hongrois. Et ils ne se parlent pas. Ils ne se parlent pas, le convoi arrive dimanche soir, et le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, ils ne se parlent pas parce que chacun a peur de l'autre. Alors, pour un juif hongrois, c'est quoi un juif? C'est quelqu'un qui est blanc de peau, qui a une barbe, qui parle yiddish et qui n'a pas le sens de l'humour. Et il fait face à des juifs qui ont des moustaches, qui sont bronzés, qui parlent avec les mains, et il dit c'est pas des juifs. Et pour le juif de Salonique, eh bien, un juif, c'est quelqu'un qui a une moustache, qui est bronzé, qui parle avec les mains. Il voit quelqu'un qui ressemble grandement à un Allemand. Le yiddish, finalement, c'est quand même très, très ressemblant. Et il dit, ça doit être un nazi de confession israélite, c'est pas possible. Et ils ne se parlent pas. Jusqu'à ce que, le vendredi soir, on entende, avec des airs différents, d'un côté et de l'autre du baraquement, les chants de l'Echadodi. Et ils se rendent compte qu'ils sont tous juifs, ils vont tomber dans les bras les uns des autres, et le lendemain matin, Shabbat matin, ils iront tous ensemble à la chambre à gaz. Le Rav Lao disait, c'était en 2005, il disait, dans la Shoah, le peuple juif a montré qu'il était capable de mourir ensemble. Le défi de l'après-Shoah, et moi je dirais le défi de notre époque, c'est d'apprendre à vivre ensemble. C'est un vrai défi. Oui. En mode conclusion. En conclusion, c'est un débat positif aussi. Donc. Oui, Rav Fison a parlé de la rue Yafo en 1984, j'ai fait mon armée, donc ça remonte à quelques années. Mon père a voulu me faire une surprise, il est arrivé à Jérusalem sans me prévenir, et il m'a dit, j'ai déambulé rue Yafo, à l'époque il y avait des voitures encore, il m'a dit, derrière les vitrines, il y avait des vitrines et on ne voyait rien à cause de la poussière de ce que les magasins vendaient. En 1984, c'est pas si longtemps que ça, c'était juste une petite histoire. En ce qui concerne la réforme judiciaire, c'est un peu plus complexe que une bataille parce que j'ai eu l'occasion de faire un peu du droit 3 ans à l'université hébraïque de Jérusalem. C'est très important parce que il y a un certain moment dans mon cursus, il y a beaucoup de questions juridiques et la formation est remplie de questions juridiques, remplie. Et il me manquait ces bases-là de comprendre quel était notre système juridique qui forme notre vie de tous les jours, parce que tous les jours, nous accomplissons des actes juridiques sans le savoir. Quand on va à l'épicerie, quand on achète un litre de lait à la caisse, c'est aussi un acte juridique. C'est un peu plus complexe que ça. Mais pour résumer et pour essayer d'aller dans le sens du Rav Fison, nous sommes, depuis le début, un État juif et démocratique. Ces deux valeurs qui, quelquefois, sont amenées à se confronter ou à s'affronter. Un État juif démocratique, on va commencer par ça, parce que nous allons élire tous les 4 ans, soi-disant, la Knesset, mais c'est tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Nous avons la liberté d'expression, nous avons la liberté de nous déplacer, nous pouvons manifester pour ou contre le gouvernement. Nous sommes une véritable démocratie, comme une démocratie doit fonctionner. Mais nous sommes aussi un État juif qui, qu'est-ce que ça veut dire un État juif? Ça veut dire un État qui doit avoir un caractère juif. C'est comme ça que les penseurs de l'État ont réfléchi. C'est-à-dire que le jour de repos n'est pas le dimanche, mais le Shabbat. Les fêtes ne sont pas les fêtes chrétiennes ou musulmanes, ce sont les fêtes juives, etc., etc. Et il y a quelquefois justement des contradictions, des oppositions entre ces deux notions qui sont fondamentales. Si on demandait à un public Haredi, comment il verrait l'État d'Israël, il vous dirait la première chose qu'il faut faire, il faut déjà interdire toute la circulation le Shabbat, sauf peut-être les ambulances, mais donner une contravention à tout celui qui roule le Shabbat parce qu'il enfreint le Shabbat. Évidemment. Non. Qui va donner la contravention? Il y aura des caméras. Non, mais c'est une bonne question. Non, je veux dire, chacun a sa vision. Si vous demandez à un laïc athéiste anti-religieux, il vous dira, il faut expulser tous les juifs religieux de la Knesset. Il faut pas mélanger le religieux et le laïc, et etc. Et tous ceux qui font pas l'armée, il faut pas leur donner le droit de vote. Il y a donc plusieurs façons d'évoquer quel doit être le caractère du pays. Et là, on est
dans un genre de statu quo qu'on a connu aux EI, quand on appelait le minimum commun, puisqu'on était aux EI, ceux qui ont été aux EI, le minimum commun, ça veut dire qu'il y avait des juifs plus ou moins pratiquants, plus ou moins traditionnels, il fallait trouver un minimum qui soit commun à tout le monde. Donc, il y avait une petite prière le matin, et on n'amenait que des sandwichs halavi, avec du lait, et pas des sandwichs avec de la charcuterie pour pas mélanger les deux. Tout ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a évidemment des visions qui sont différentes, et la polémique autour de la réforme judiciaire se traduit justement par la vision que chaque tribu, car nous sommes beaucoup de tribus en Israël, a de la vision de quel doit être un État juif et démocratique. Qu'est-ce que c'est pour le Rav Fison un État juif? Et qu'est-ce que c'est pour moi? C'est peut-être pas tout à fait la même chose. Et le démocratique aussi. Moi, si je pense que ça doit être un État démocratique, je vais carrément voir Montesquieu et Tocqueville et je dis, hop, on sépare les pouvoirs juridiques, législatifs et exécutifs. On sépare. Parce que si on les mélange trop, ça nous donne un exemple de la Pologne et de la Hongrie où tout est mêlé. Et là, ça fait un peu de balagan, comme on dit en Israël. Donc, mais peut-être que le Rav Fison dit c'est pas normal que des juges qui n'ont pas été choisis ni élus se permettent d'imposer leur vision libérale de la société israélienne avec des droits de l'homme jusqu'au bouddhisme, etc., etc. Et ça pose des questions fondamentales. Les questions de la torture, de l'interrogatoire, la question de peut-on se servir d'un voisin, d'un terroriste qui se cache, d'un voisin palestinien pour qu'il rentre dans la maison, etc., ou se mettre en danger. Il y a des questions qui sont fondamentales et qui touchent aux droits de l'homme, aux valeurs libérales et aux valeurs juives aussi, qui sont pas tout à fait des fois en contradiction. Ce qui est sûr, c'est que j'espère que nous ne serons pas une Medinat halacha, c'est-à-dire une théocratie pure comme l'Iran l'est, parce que il y aurait beaucoup de gens en Israël qui seraient malheureux. Et donc il ne faut pas arriver évidemment à ce point-là. D'un autre côté, il ne faut pas non plus arriver au contraire où les gens qui sont pratiquants et croyants ne pourraient pas exercer normalement, librement, leur pratique. C'est évident. Il faut trouver donc un équilibre. Toujours une question d'équilibre. D'ailleurs, la justice, en Occident, elle est représentée par une balance. C'est toujours un équilibre. Docteur Rav, merci.